Europa della libertà e della democrazia diretta, la parola all'onorevole Philippot. Monsieur le Président de la République, j'ai beaucoup trop de respect pour votre fonction pour me réjouir de l'exercice auquel vous êtes en train de vous prêter. Devant cette Assemblée qui joue au Parlement, parce qu'elle n'est pas un Parlement, il n'y a pas de peuple européen unique à représenter, devant cette Assemblée largement acquise à Bruxelles, où l'on déplaît quand on évoque les peuples, où l'on plaît quand on communie dans la religion européenne, vous êtes venu pour plaire. Plaire aux puissants, comme vous avez toujours su le faire. Plaire aux plus riches, qui peuvent désormais, selon vos propres mots, se débrouiller tout seuls, s'exonérant de leur devoir de solidarité envers la nation. Plaire aux donneurs de leçons professionnels, à ceux qui, depuis longtemps, ont confisqué le pouvoir et qui ont tourné le dos au peuple. Votre jury est là, dans les rangs de la Commission européenne, et c'est lui qui, chaque jour, vous évalue, et c'est lui qui, aujourd'hui, va vous mettre une note. Rassurez-vous, votre note sera excellente, parce que votre discours a repris, sans surprise, tous les canons du catéchisme européen. Votre jury vous accorde un bon point quand vous parlez de souveraineté européenne, manière on ne peut plus fallacieuse de saper la souveraineté nationale, la seule qui vaille en démocratie. Votre jury vous donne ses encouragements quand vous endossez son ordre du jour, libéralisation, destruction des services publics, ouverture totale des frontières au mépris des risques migratoires insensés et du risque terroriste, condamnation idéologique de toute forme de protection commerciale. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez manqué de peu les félicitations du jury parce que vous vous êtes exprimé pour une fois en français, alors que de plus en plus souvent dans votre expression publique, vous abandonnez la langue de Molière et la francophonie au profit de l'anglo-américain. Mais rassurez-vous, vous restez le chouchou de la Commission. Vous êtes tellement bon élève, tellement bien appliqué à suivre la politique de la Commission et des lobbies, que vous avez déjà rejoint Tony Blair et Matteo Renzi au rang des coqueluches de Bruxelles. Et comme eux, vous êtes condamnés à promettre de réformer l'Union européenne et vous échouez déjà, vous décevez déjà parce qu'elle est irréformable par construction. Vous avez déjà échoué, Monsieur le Président de la République, sur le travail détaché et sur le glyphosate. Alors voilà pourquoi je suis triste. Diriger une vieille nation comme la France est une fonction trop noble pour qu'elle s'abîme dans cette star académie des étoiles pâlissantes du drapeau européen où chacun défile comme un vulgaire élève. Monsieur le Président de la République, ne pataugez pas dans les eaux croupies des technocrates et des lobbies. Le monde ici est déjà le vieux monde. Le monde de demain est celui des peuples qui relèvent la tête. Soyez connectés à cette dynamique de l'histoire. Sous l'impulsion de Nigel Farage, suivi par tant d'autres, le peuple britannique a déjà brisé ses chaînes. Oui, le peuple britannique, que ça vous plaise ou pas, a voté souverainement pour sa liberté et pour son indépendance. La liberté et l'avenir, l'Union européenne est déjà le passé. Parlez donc de la France, Monsieur le Président de la République, et donc parlez au monde comme la France sait le faire quand elle est libre, comme savait le faire le président Chirac en 2003, quand lui savait refuser les guerres américaines. Vous l'avez dit vous-même dans une récente interview à la BBC, si un référendum était organisé en France sur le Frexit l'emporterait. Alors soyez démocrates, faites donc un référendum en France, offrez aux jeunes la fierté, aux anciens la dignité, à tous la liberté. La France vaut bien mieux qu'un long tête-à-tête épuisant avec Bruxelles et Berlin. La France est un pays sur tous les continents, tous les océans. Nos nations sont des civilisations bien plus brillantes que ne le seront jamais n'importe quel traité européen. Oui, sortons de l'Union européenne pour rentrer dans le monde. Et si d'aventure, Monsieur le Président de la République, cette perspective ne vous séduisait pas, alors vous pouvez vous reconvertir au sein de la Commission européenne ou directement vous faire recruter chez Goldman Sachs. Vous n'aurez fait que griller une étape. Vive le Frexit, vive la liberté de nos nations, vive la France libre. Merci. Président, vous avez une dizaine de minutes si vous voulez répondre aux premières questions que vous a posées du côté du groupe. Si vous voulez prendre la parole tout de suite. Président du Parlement, merci, Mesdames et Messieurs les députés, de m'avoir permis de revivre ce que la Constitution française ne m'autorise plus, c'est-à-dire un débat avec le Parlement. J'étais naguère ministre et j'aimais particulièrement cet exercice.
Je ne vais pas reprendre forcément dans l'ordre chronologique, mais essayer de répondre aux principaux points qui ont été soulevés. D'abord, tout de même, quand on parle de souveraineté, et quand on parle qu'il s'agisse des peuples nationaux ou européens, je voudrais faire 2-3 clarifications. Moi, je suis étonné que vous puissiez dire ce que vous ayez dit sur cette assemblée dans laquelle vous êtes. Vous y avez été élu par le peuple français. Vous avez un drôle de respect pour le peuple français de traiter comme cela la fonction qu'il vous a confiée. Alors, si cette assemblée ne vous plaisait pas, il ne fallait pas y venir. C'est tout. Il fallait aller à d'autres élections. Il fallait vous y soumettre. Et quant au projet qui serait le vrai projet français, enfin, les Français l'ont choisi au mois de mai dernier. Vous défendiez l'un et l'autre. Un projet. Il a perdu. Et il a perdu parce que le peuple français en a décidé ainsi. Mais, néanmoins, vous exprimez une colère. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. On doit l'entendre. Et je l'entends. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours eu des débats respectueux, y compris dans la campagne, avec Madame Le Pen. Et c'est aussi pour ça que je ne me retrouverai pas dans la facilité des propos qui jugent depuis ici ce qu'il faudrait faire dans un pays en racontant à peu près toutes les bêtises, auxquelles j'ai d'ailleurs répondu longuement dimanche dernier. C'est précisément parce que, ici, je suis avec, en effet, la légitimité du peuple français, mais avec toute l'exigence de celui-ci, que je ne peux pas accepter les propos que vous avez tenus sur ce qui se passe dans mon pays. Le premier, pour vous dire qu'il y a une constitution dans mon pays qui n'a pas attendu pour intégrer les libertés fondamentales, une déclaration des droits de l'homme, un préambule de 46, et qui a intégré toutes ces valeurs. Et il y a un conseil constitutionnel pour juger et savoir si les lois respectent la liberté, l'égalité et la fraternité. Les lois dont vous avez parlé, le Conseil constitutionnel, que ce soit par saisine des parlementaires ou par question préjudicielle pour la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, les a jugées. Et donc vous pouvez tenir des propos d'estrade. Ils peuvent vous aller, monsieur, parce que vous avez le confort de ce salon. Mais moi, je n'ai pas le confort de ce lieu. Et j'ai eu la courtoisie de vous écouter. Je vous demande la même courtoisie. J'ai eu cette courtoisie qui est démocratique. Vous êtes un représentant, je suis un autre représentant. Mais la loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme, elle permet de lutter contre les terroristes islamistes dans notre pays. C'est à ce titre qu'elle permet des visites domiciliaires, c'est à ce titre qu'elle permet en effet la protection d'espaces publics. Je l'assume totalement, parce que je suis aujourd'hui le président d'un pays à de multiples reprises attaqué par des terroristes. Et je ne saurais expliquer à mon peuple que nous désarmons face à ce risque, parce que des gens comme vous se permettent de proférer des contre-vérités au nom des principes qui sont ceux ancrés dans notre République et défendus par le Conseil constitutionnel et que porte tout un Parlement. Et au nom du respect que j'ai pour la majorité au Parlement comme pour le Conseil, je ne peux vous laisser dire les bêtises, pardonnez-moi de ce terme, que vous avez ainsi proférées. De la même façon, vous avez évoqué le projet Notre-Dame-des-Landes et compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne m'étendrai pas davantage. Nous avons pris des décisions courageuses et qui n'avaient jamais été prises depuis 20 ans pour arrêter un projet qui n'était pas conforme à nos objectifs. Mais les gens qui manifestaient contre ce projet, est-il légitime de les laisser manifester et attaquer les forces de l'ordre quand il n'y a plus d'origine à leurs manifestations? Les projets agricoles, y compris les plus innovants, sont toujours sur place, portés par des gens qui se conforment aux règles. Mais la liberté, l'égalité, la fraternité supposent aussi le respect de l'ordre républicain. Et on ne peut construire aucun projet si on ne respecte pas les règles de la République. Vive la France et vive l'Europe. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière la France libre. Si vous mettez la même chose que moi, nous avons toute notre place avec cette interpellation ici. Quant au sujet migratoire, que vous avez été plusieurs à évoquer, ce sujet, et vous avez raison de rappeler les chiffres de M. Smith, est un sujet dont la racine est beaucoup plus profonde et que nous ne réglerons par aucune politique aujourd'hui nationale. C'est pourquoi je pense que s'attaquer à la cause, c'est aider à la stabilisation en Afrique sur le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, ce que nous faisons à l'ONU et dans le cadre de l'intervention française Barkhane aux côtés des États du Sahel, c'est avoir une politique de développement ambitieuse qui seule permettra
le développement, l'émancipation de chacun dans son pays. Et c'est ce que, d'ailleurs, l'Europe, à plusieurs reprises, a soutenu à travers l'idée de ce plan Marshall. C'est ce que nous soutenons et ce que nous faisons à travers l'Alliance pour le Sahel et notre politique. Et c'est la décision que j'ai assumée d'augmenter notre aide publique au développement pour atteindre les 0,55% de revenu national brut à horizon 2022. C'est ensuite une politique de solidarité extérieure et intérieure en Europe. Et c'est la clé si nous voulons avoir une réponse intégrée au risque migratoire. Vous m'avez tout à l'heure entendu parler de ces sujets qui vont occuper et le Conseil et le Parlement dans les prochains mois. Mais je crois très profondément que nous avons besoin d'une solidarité européenne à nos frontières pour nous protéger, comme d'une solidarité à l'intérieur de nos frontières. J'ai fait à ce titre une proposition, mais il y en a beaucoup d'autres, pour pouvoir partager la charge. La France, dans ce domaine aujourd'hui, doit se féliciter de la coopération avec plusieurs États membres, je pense en particulier avec l'Allemagne et l'Italie que je veux saluer, et je pense en particulier qu'avec l'Italie, nous avons montré durant cette dernière année notre capacité à justement œuvrer ensemble. Maintenant, au même titre que celui que j'évoquais tout à l'heure, celui de la cohésion, j'assume des réformes en cours qui visent d'une part à donner une effectivité au droit d'asile, que j'ai toujours défendu et que je défends avec vigueur, mais qui consiste à arrêter un système où il faut 14 mois avant d'obtenir l'asile, ce qui est le cas en France, quand c'est 6 mois en Allemagne, par exemple. Et donc, tout le sens de la réforme qui est ainsi portée par la France, c'est de faire converger notre système vers le système en particulier allemand ou de nos voisins. En termes de délai, en termes d'organisation, le système français aujourd'hui n'est pas à la hauteur du défi migratoire qui est le nôtre. Il est extrêmement long, il ne distingue pas à proprement parler l'asile des autres formes de migrants et il ne permet pas d'avoir un accueil à la hauteur de ce que nous devons aux femmes et aux hommes qui arrivent soit avec des visas, soit pour demander l'asile et être protégés. J'assume totalement cela. Et vous savez, quand je parle de souveraineté d'une Europe efficace, c'est parce que je refuse tout à la fois le projet inacceptable d'un rétrécissement nationaliste, parce que de là où je suis, je l'ai battu. Mais je refuse aussi une forme d'irénisme coupable qui voudrait, en se drapant derrière des principes et en oubliant qu'il faut toujours tenir en même temps la cohésion de nos peuples, qu'il y a une réalité à étreindre. Chesterton avait une belle formule, il disait « Les vrais idéalistes sont des pragmatiques ». Regardez Robinson Crusoe, il n'est pas parti avec des grandes idées de voyage, il est parti avec des jambons, des fromages et une organisation pour pouvoir tenir. Je vous invite à vous inspirer de Robinson Crusoe. Ensuite, vous avez évoqué à plusieurs des sujets essentiels pour le fonctionnement de notre Europe. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, d'y revenir. Sur le sujet, d'abord, cher Président, des Balkans. Moi, je voudrais qu'on poursuive 2 lignes qui me semblent relever de nos intérêts et du pragmatisme. Le premier, oui à votre volonté d'arrimer les Balkans à l'Europe. Le risque géopolitique qui est le nôtre, c'est de voir les Balkans occidentaux dériver ou vers la Turquie ou vers la Russie. C'est un risque, hein, ou de s'effondrer dans leur propre division. Et donc donner une perspective, les arrimer à un projet et à cette ambition européenne est essentiel. Mais pour ma part, je ne défendrai un élargissement que quand il y aura d'abord un approfondissement et une réforme de notre Europe. Et je voudrais que nous puissions tenir cette ambition dans ces 2 lignes. Et donc, je ne veux pas des Balkans qui se tourneraient vers la Turquie ou la Russie, mais je ne veux pas d'une Europe qui, fonctionnant difficilement à 28 et demain à 27, déciderait qu'on peut continuer à cavaler et à être demain 30 ou 32 avec les mêmes règles. Ça n'est pas vrai. Justement, en parlant de ces règles, je suis pour ma part convaincu qu'il nous faut avoir des règles plus pragmatiques. Si nous voulons avancer, acceptons. Et là-dessus, je vous rassure, vous avez été plusieurs à parler du couple franco-allemand. Vous ne m'avez jamais entendu parler dans mon discours du couple franco-allemand. Et donc j'ai été saisi par votre réaction, qui est inspirée ou instruite par l'histoire. Je suis attaché à la relation avec l'Allemagne, mais je n'ai jamais considéré qu'elle épuisait le sujet européen. Je sais simplement, instruit de l'histoire, que s'il n'y a pas le minimum d'accord entre la France et l'Allemagne, on perd beaucoup de temps à avancer et à prétendre faire l'Europe et poursuivre. Mais j'ai toujours voulu, d'ailleurs brisant parfois les lignes de front qui s'étaient installées, considérer qu'on pouvait avancer avec une forme de noyau dur qu'on aurait prédéfini. J'ai vu plusieurs dirigeants européens, d'ailleurs, avec une véritable ambition ces derniers mois, qui étaient de pays que certains disent petits ou disent à l'Est ou ceci ou cela. Il n'y a que des pays membres de l'Union européenne et c'est une logique de projet.
Mais essayons d'avancer avec une règle qui est que celui qui n'a pas envie d'avancer ne puisse pas bloquer les autres. Et je souhaite que nous puissions, vers les réformes à venir, avancer avec cette règle, qui avait été proposée par d'autres naguère, et que nous ayons ce degré d'ambition. Oui, pour aller vers donc plus de majorité qualifiée, et ne pas systématiquement aller vers une logique de blocage, je pense que c'est fondamental. Ensuite, vous avez parlé, sur des sujets plus institutionnels, de la place du Parlement, Président, et de la démocratie parlementaire. J'y suis profondément attaché. J'y suis attaché, c'est pour cela aussi que j'ai souhaité ces exercices de participation. Je suis aussi attaché à la séparation des pouvoirs qui va avec une constitution. Et donc il y a dans les constitutions et les traités des responsabilités qui vont au Parlement, qui vont à la Commission et qui vont au Conseil. Si on veut en changer, il faut le demander au peuple. Et donc je ne suis pas non plus favorable à ce qu'on décide d'arbitrer telle ou telle compétence pour d'un seul coup la passer d'un côté ou de l'autre. Et je crois tellement d'ailleurs à la démocratie parlementaire et à la vitalité de l'expression des peuples que j'avais proposé ces listes transnationales. Parce que si on croit à la vitalité des peuples, si on croit à la vitalité de la démocratie, il ne faut pas y croire simplement quand on s'organise avec des partis à des élections qui restent des projections nationales et le taux de participation qui est le nôtre aujourd'hui. Allons au bout de la logique. On croit à la démocratie parlementaire. On veut que ce soit un grand Parlement. Il faut qu'il y ait le maximum de participation aux élections. Il faut donc que les débats soient vraiment européens. Et il faut donc qu'on ose aller vers une part de listes transnationales dont les leaders pourraient légitimement être les fameux Spitzenkandidaten. Mais je trouve que c'est bizarre à ce titre de s'arrêter en quelque sorte au milieu du gué et de croire à la démocratie parlementaire si ça reste une démocratie de partis existants structurés à logique principalement encore nationale. Il faut bien le dire. Je vois le temps qui court et je sais les règles dont m'a parlé le président. J'aurais voulu revenir sur plusieurs autres sujets. Permettez-moi simplement de finir ce propos avec 2 points. L'un sur lequel je veux revenir qui est la Syrie, l'autre qui est le sujet du budget européen et des ambitions que nous devons porter. Moi, je ne crois pas que le budget plus élevé soit un problème pour nos concitoyens si nous savons nous organiser. Et je ne crois pas d'ailleurs que cette ambition européenne, pour clarifier ce point que plusieurs d'entre vous ont soulevé, je ne crois pas qu'un budget européen plus fort, pour porter nos ambitions nouvelles, pour porter l'ambition de nos politiques historiques, et que cette souveraineté européenne dont je parle soit concurrent des budgets nationaux ou des souverainetés nationales. Je ne le crois pas parce que quand je regarde les grands défis, la transition énergétique, le numérique, le commerce, les grandes migrations, nous avons besoin d'une réponse européenne. Et on le voit sur tous ces sujets. La réponse nationale se débat, mais elle est insuffisante. Et à ce titre, vous en avez donné un exemple formidable. Le règlement général pour la protection des données. Il n'avait aucun sens de le faire au niveau national. Aucun. Nous n'aurions rien protégé, il y aurait eu des politiques de contournement. Les opérateurs se seraient mis en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne si je l'avais pris. Vous l'avez fait au seul niveau où c'était pertinent de le faire. Et à un niveau où on peut tenir tête à des grands acteurs économiques, mais où on peut créer une organisation. Et donc, j'assume le fait de porter ces 2 souverainetés parce qu'elles sont complémentaires. Enfin, sur la Syrie. Je vais d'abord vous dire que sur la Syrie, cette intervention de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique n'a rien à voir avec ni l'Irak ni la Libye. Pour une raison très simple, nous n'avons déclaré la guerre à personne et nous ne sommes pas intervenus en déclarant la guerre à qui que ce soit. Mais enfin, c'est un peu toujours le même principe, au fond de ce que je vous dis. Si on croit dans le multilatéralisme, dans la force du droit, à un moment donné, on doit pouvoir décider de ne pas céder au cynisme de ceux qui veulent impuissanter le multilatéralisme. C'est de cela dont il s'agit. Alors, maintenant, très précisément, parce que ce sujet, comme d'autres, ne souffre pas l'approximation, nous sommes engagés à plusieurs dans une coalition internationale diplomatique et militaire qui lutte contre qui? C'est la seule guerre qui est faite en Syrie. Contre Daesh, contre les groupes terroristes islamistes qui nous ont attaqués et qui ont fait des centaines de morts dans nos pays. Cette guerre est légitime, elle a un cadre et nous sommes pleinement impliqués. C'est la seule guerre que nous menons aujourd'hui en Syrie. Mais il y a une guerre parallèle, celle que mène Bachar al-Assad contre le peuple syrien et ses opposants. Depuis maintenant 7 ans, nous n'avons pas déclaré la guerre à Bachar el-Assad. Je l'ai dit à plusieurs reprises et les interventions d'il y a quelques jours n'ont rien changé à ce titre. Mais nous avons mené un travail constant, diplomatique et humanitaire, pour faire notre devoir et défendre nos valeurs. Et je l'assume parfaitement. Et oui,
les résolutions prises dans le cadre de l'ONU, en particulier celle de septembre 2013, 21-18, prévoyaient un recours à la contrainte, auquel d'ailleurs le président Poutine, lorsqu'il s'est rendu à Paris, se rangeait il y a un peu moins d'un an, lorsque j'avais déjà présenté cette ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques. Parce qu'il y a des textes internationaux qui condamnent l'utilisation des armes chimiques. Et la résolution 21-18 l'a condamnée, avec un engagement de tous les membres permanents du Conseil de sécurité et un engagement à l'époque du régime de Bachar el-Assad. À plusieurs reprises, cet engagement a été violé. À plusieurs reprises, plusieurs membres de la communauté internationale se sont organisés pour impuissanter l'ONU et l'Organisation internationale de lutte contre les armes chimiques. Depuis novembre 2017, en déstructurant le mécanisme d'attribution de l'OIAC, puis en s'opposant à toutes les résolutions qui permettaient d'aller plus loin. Alors je vous le demande, les mêmes qui à chaque fois s'indignent devant les images que nous avons vues d'enfants, de femmes morts d'attaques de chlore, les mêmes, restons-nous assis? Défendons-nous des droits en disant les droits c'est pour nous, les principes c'est pour nous, mais la réalité elle est pour les autres. Non, non. Et donc, dans un cadre qui est bien précis, et je le rappelle, où nous faisons la guerre aux terroristes, où Bachar el-Assad fait la guerre à son peuple, 3 pays sont intervenus, et je vous le dis avec beaucoup de franchise, pour l'honneur de la communauté internationale, pour justement dans un cadre légitime, multilatéral, de manière ciblée, sans aucune victime humaine, détruire 3 sites de production et de transformation d'armes chimiques. Alors, regardons nos principes en face, regardons en effet le droit international en face et demandons-nous où nous voulons aller. Ces frappes ne règlent rien. Mais elles mettent fin simplement à un système auquel nous nous étions aussi habitués, qui est qu'en quelque sorte, le camp du droit serait devenu le camp du faible. Et je ne m'y résous pas. Alors nous continuerons le travail essentiel, diplomatique, au Conseil de sécurité, pour construire le cadre de la lutte et de l'interdiction des armes chimiques. Cela a recommencé avec toujours les mêmes vétos russes. Nous continuerons aux Nations Unies de lutter pour qu'il y ait des accès et des évacuations humanitaires dans la Ghouta, comme malheureusement demain à Idlib. Nous continuerons le travail humanitaire sur le terrain, et je l'ai annoncé hier, avec la France qui investira 50 millions d'euros pour les projets portés par les organisations non gouvernementales sur le terrain, et j'invite tous les pays à se joindre à cet effort humanitaire. Et nous continuerons enfin à travailler à une solution politique inclusive en parlant à toutes les parties. La Russie, la Turquie, l'Iran, comme le régime, et surtout avec toutes les forces d'opposition, pour construire la Syrie de demain et réparer ce pays, car c'est là l'essentiel. Mais nous ne construirons pas la Syrie de demain si nous détournons le regard pour la laisser au régime de Bachar el-Assad et à ses alliés, une fois qu'ils auront terminé le sale travail qu'ils mènent. Je vous le dis franchement. Je vous remercie, j'ai déjà été trop long.